Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. Aujourd'hui, on teste un nouveau format, donc on teste un podcast avec Guylaine qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour Guylaine. Bonjour Anna. Donc Guylaine, tu es avocate en droit familial. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Eh ben, écoute, je suis allée à la faculté de droit de Nancy. J'ai fait 5 ans d'études après le bac. Ensuite, j'ai passé le concours d'avocat. C'est plutôt un examen d'entrée au barreau. J'ai ensuite eu une année de formation, un examen de sortie, et puis j'ai prêté serment en février 2005 et j'ai intégré le barreau de Nancy. Et alors pourquoi tu as choisi le droit familial? Alors, j'ai choisi le droit familial. Alors, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas du tout partie sur ce type de contentieux, parce que tout simplement, j'ai fait mon stage d'avocat auprès d'une avocate spécialisée en droit de la famille, et c'est une matière en fait qui m'a beaucoup plu, parce que ça touche vraiment l'intimité des gens, et vraiment, moi, ce qui me plaît, c'est de venir en aide aux gens qui ont des difficultés. Et donc c'est pour ça que tu es devenue avocate. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, même si c'est pas ton domaine, qu'est-ce qu'est le droit pénal? Alors le droit pénal, c'est tout ce qui a rapport avec les infractions qui sont commises par rapport au code pénal. Alors on a effectivement différentes catégories. On a effectivement tout ce qui est en rapport avec le tribunal de police, qui ne peut prononcer que des peines d'amende. Ensuite, nous avons le tribunal correctionnel qui va traiter tout ce qui concerne les délits. Donc les sanctions, c'est des peines éventuellement de prison et des peines d'amende. Et puis nous avons les cas les plus graves qui sont les crimes, qui sont donc traités par les cours d'assises, où là, effectivement, on peut aussi risquer des peines d'emprisonnement, mais cette fois-ci des peines beaucoup plus conséquentes, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a besoin d'un avocat pénaliste dans les affaires de pédocriminalité? Alors c'est très important parce que c'est vrai que ce sont des infractions très particulières. Je pense qu'on se sent très seul quand on a été victime de ce type d'infraction, et qu'on a besoin d'être assisté par un professionnel du droit, parce qu'il y a des rouages très complexes. Et quand on est une victime, je pense que c'est déjà très compliqué d'aller pousser la porte d'un commissariat pour aller déposer plainte. Et je pense que c'est important de se faire assister dès le départ par un avocat, et qui est notamment spécialisé en droit pénal, puisqu'il connaît encore mieux les rouages que tout autre avocat, et qui peut aider la victime à se diriger effectivement vers les bons interlocuteurs. Est-ce que tu peux justement nous expliquer la différence entre un crime pardon, et un délit? Alors un délit, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est, on va dire, l'infraction qui se situe de manière médium, c'est-à-dire c'est les cas comme par exemple les vols, les consommations de stupéfiants, les choses comme ça, où on peut effectivement risquer une peine d'emprisonnement, mais c'est pas principalement la peine qui va être prononcée. Il peut y avoir notamment voilà, des stages, des mises à l'épreuve, des choses comme ça, parce que la fonction première, c'est pas d'envoyer, comme on peut penser, toujours les gens en prison. Hein. Il y a une gradation des peines, on prend en considération la personnalité de la personne qu'on a en face de nous. Donc on va dire que c'est les cas qui ne sont pas les plus graves. En revanche, les crimes, effectivement, ce sont les infractions qui sont les plus graves au sens du code pénal. Et on peut citer notamment tout ce qui est viol, meurtre, actes de torture et de barbarie, voilà, des choses vraiment très dures qui, enfin, qui permettent aux gens d'encourir des sanctions beaucoup plus graves que le tribunal correctionnel peut en prononcer. Financièrement, pour la justice, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre envoyer une affaire au tribunal correctionnel ou en cour d'assises? Alors effectivement, il y a une grosse différence. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, puisqu'encore une fois, si dans ma carrière j'ai pu aborder le droit pénal, c'était principalement au point de vue correctionnel. Je n'ai jamais plaidé aux assises, figure-toi. Mais je sais que le coût d'un procès aux assises n'a strictement rien à voir avec le coût d'un procès devant le tribunal correctionnel. Il y a plein de choses qui entrent en considération. Devant le tribunal correctionnel, il faut savoir que il y a quand même beaucoup plus d'audience que devant la cour d'assises. Ça monopolise beaucoup moins de personnes, puisque à la différence de la cour d'assises, il n'y a pas de jury populaire
devant le tribunal correctionnel, ce sont principalement des juges professionnels. Alors en fonction de la gravité des cas, ça peut être un seul juge ou ça peut être une collégialité de 3 juges. Donc forcément, ça nécessite moins de moyens et on peut, par exemple, sur une session devant le tribunal correctionnel, prévoir peut-être 10 à 12, 15 audiences dans la demi-journée, alors qu'aux assises, je crois savoir qu'on peut prévoir sur une session qui peut durer 1 à 2 semaines, peut-être 2 à 3 procès maximum. Voilà, donc c'est vrai que ça nécessite vraiment un investissement financier beaucoup plus conséquent et malheureusement, la justice, pour essayer de pouvoir traiter les affaires le plus vite possible, malheureusement a tendance parfois à correctionnaliser certains dossiers qui pourraient répondre de la cour d'assises, malheureusement pour des coûts financiers. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un procès en cour d'assises coûte minimum 20 000 € à la justice. Alors, À peu près, quoi. j'avoue effectivement que je connais pas ce montant, mais je suis pas surprise. Effectivement, parce que quand on voit tous les intervenants, encore une fois, les jurys populaires ont des frais, hein. Alors, c'est pas des énormes sommes, on peut pas en tirer un salaire, mais il y a effectivement toute la logistique qui nécessite effectivement de bloquer une salle pendant plusieurs jours, hein, en fonction des affaires. On voit notamment le procès de Nordal Lelandais dans l'affaire de Maëlys qui commence demain, est prévu sur 3 semaines. Donc ça nécessite effectivement beaucoup de logistique, ouais. de faire venir effectivement des experts, faire venir des témoins, et tout ça malheureusement a un coût. Quel conseil tu pourrais donner à une maman divorcée, parce que c'est une réelle question qu'on m'a posée, dont le conjoint, enfin l'ex-conjoint en tout cas, serait un pédocriminel? Alors, ça m'est déjà arrivé, puisque effectivement, moi, je traite principalement des séparations, alors que ce soit des gens mariés sur le point de divorcer ou des gens qui n'étaient pas mariés mais qui se séparent. Et j'ai déjà eu effectivement des mamans qui m'ont contactée pour me poser la question. Alors moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de leur dire d'aller déposer plainte. Selon moi, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Et il faut absolument déposer plainte. Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que forcément, déposer plainte contre son ex-conjoint, c'est pas simple. Il y a aussi la parole de l'enfant. On se pose toujours la question, est-ce que mon enfant me dit effectivement la vérité ou pas? Je pense que à ce stade-là, on n'en est pas à savoir, à affirmer si oui ou non l'enfant a dit ou pas la vérité. J'ai envie de dire c'est le travail des enquêteurs. Et je pense que s'il y a le moindre doute, il ne faut pas le laisser planer et il faut aller déposer plainte. Il y a beaucoup de victimes aussi qui me posent la question, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes manières de facturer les frais d'avocat? Alors effectivement, ça c'est un petit peu parfois le sujet C'est un tabou. peu obscur. Voilà, les gens n'osent pas toujours nous demander. Alors il y a principalement 2 systèmes. Il y a le système du forfait et le système du taux horaire. Alors moi, c'est vrai que je pratique principalement le forfait. Alors le forfait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va estimer que par exemple, dans mon cas, pour un divorce simple, par exemple un divorce amiable, ça va être un budget de 2 000 € par exemple. Voilà. Et quel que soit le nombre d'heures qu'on va faire dans ce dossier-là, on sait que la personne, elle sera facturée 2 000 €. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent être mises en place dans des dossiers qui sont simples. Dans les dossiers qui sont compliqués et qui vont durer très longtemps, c'est pas possible, à mon sens, de mettre en place un forfait. Parce que de 2 choses l'une, soit on va mettre un forfait qui est pas très élevé et l'avocat va être perdant. Alors même si voilà, la justice pour nous c'est quelque chose, c'est une notion qui est très importante, en tout cas pour moi, voilà, et que le fait d'aider les gens passe avant le fait de gagner de l'argent, on n'utilise cependant pas d'amour et d'eau fraîche. Non, clairement pas. Voilà, et que voilà, C'est comme dans le commerce, faut faire des marges. exactement, comme tout à chacun, voilà, sachant qu'en plus, voilà, on est souvent à exercer à titre libéral, donc on ne peut pas compter voilà, sur un salaire. Donc si on fixe un forfait dans ces cas-là qui est bas, effectivement, on va être perdant. Et je pense que ça peut conduire aussi certains confrères à un petit peu se démotiver en se disant finalement, là maintenant, je travaille à perte. Même si au départ, on était vraiment à fond derrière le client, j'avoue que je pense qu'au bout d'un moment, on peut un peu se désintéresser. D'un autre côté, si on fixe un forfait beaucoup trop élevé, ça peut faire peur aux gens. Et c'est ça aussi un petit peu la difficulté, c'est que parfois les gens, quand on leur présente la note d'honoraires, ça peut leur faire peur
en disant oh là là, ça coûte cher un avocat. On a souvent cette réputation un peu sulfureuse de dès qu'on serre la main la première fois, ça coûte déjà 500 euros. Ça peut faire peur aux gens et les faire changer d'avis de ne pas prendre un avocat. Donc, je pense que ce qui est bien, c'est d'être clair dès le départ et de peut-être pas facturer trop cher parce qu'au final, on ne sait pas hein, non plus ce que ça peut donner dans ce type de dossier de pédocriminalité. C'est-à-dire, soit effectivement, malheureusement, c'est un dossier qui va rapidement ne pas aboutir et je ne vois pas l'intérêt de demander des milliers, des cents. En revanche, si c'est un dossier de longue haleine, voilà, ça peut aussi être rebutant pour la victime qui vient nous voir. Et donc, je pense que dans ces cas-là, le taux horaire, donc qui est le deuxième système de facturation, peut être une bonne chose. On explique au client un peu grosso modo l'estimation voilà, du temps qui sera passé sur le dossier. Et à intervalles réguliers, on fait un état en fait, de l'avancement des diligences et on peut aussi facturer par provision, c'est-à-dire que régulièrement, on va demander au client 500, 600 euros et ce qui permet voilà, au client de savoir à peu près où on va. Ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que les personnes qui ont des revenus modestes ont la possibilité aussi d'être bénéficiaires de l'aide judiciaire. Euh, alors, c'est vrai que ça peut aussi, dans des dossiers compliqués, faire peur à l'avocat, mais je sais qu'il y a certains confrères qui voilà, prennent des dossiers même très compliqués au titre de l'aide judiciaire et qui pensent comme moi que chaque personne a le droit d'être défendue, quelles que soient ses conditions de C'est le ressources. cas de mon avocat. Il m'en a parlé à la première séance. Exactement. Et je pense que c'est comment dire, une réflexion qui est saine. Moi, je sais que j'ai des dossiers qui sont très compliqués et pourtant, je les ai acceptés à l'aide judiciaire. Alors, certes, dans mon domaine du droit de la famille, parce que moi, j'estime, et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce métier-là, c'est que je pense que toute personne, quelles que soient ses conditions financières, a le droit d'être défendue et, si possible, bien défendue. Et je tiens aussi à préciser aux victimes qu'il ne faut pas hésiter en fait à poser des réelles questions à son avocat. Moi je sais que le mien a toujours été clair et que au niveau des frais d'avocat, donc je vous donnerai une fois que l'affaire sera terminée ou en tout cas que le jugement sera passé exactement combien ça m'aura coûté. Mais en tout cas mon avocat a toujours été clair dès le départ et on a pu s'arranger entre autres en signant un contrat. Ah oui, oui, tout à fait. La convention d'honoraires, de C'est toute ça. façon, c'est une obligation, hein, ça fait partie de nos règles professionnelles. On a l'obligation, effectivement, de conclure avec le client qui n'est pas donc bénéficiaire de l'aide judiciaire totale, puisque ça, c'est un système bien à part. Que ce soit effectivement un client que nous, on appelle dans notre jargon un client payant ou un client qui a l'aide judiciaire partielle, hein, puisqu'il y a différentes gradations au niveau de l'aide judiciaire, il faut absolument qu'on signe une convention d'honoraires pour justement que le client en fait sache à quoi s'en tenir. Ça c'est très important et je rebondis effectivement sur ce que tu as pu dire. C'est très important d'avoir une relation de confiance avec son avocat. Moi je le compare souvent avec une relation qu'on peut avoir avec un médecin quand on est malade. Et quelque part, on soigne aussi Ah les bah tu lui mots. confies ta vie, hein. Voilà, exactement. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être multitâche, d'être avocat, mais d'être aussi psychologue, Ouais. d'être parfois sexologue. Ça m'est arrivé. Dans ton cas. C'est fou, c'est fou de savoir à quel point les gens, une fois qu'ils sont en confiance, les choses. Oui, qui peuvent te Là, on en dire. rit, mais sur le moment, c'est vrai que ça m'a pas fait rire, mais les gens sont réellement en détresse et ils ont besoin de tout vous dire. Alors, c'est vrai que moi, je vais pas aller forcément à poser des questions vraiment indiscrètes, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de tout savoir, mais on a vraiment des gens qui ont besoin de se livrer, et ça, je pense que ce qui fait un bon avocat, c'est aussi une bonne qualité d'écoute. Et moi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est quand je prépare mes écritures dans le cadre d'un dossier et que je soumets à l'approbation du client et qui me répond en me disant c'est ça, maître, vous avez parfaitement compris ma situation. Et là, je suis satisfaite parce que je me dis j'ai bien fait mon travail d'écoute. Et voilà, encore une fois, la personne m'a fait confiance. J'ai su appréhender sa situation, j'ai su la retranscrire pour essayer d'expliquer au magistrat effectivement ce que mon client peut ressentir ou demande. Et ça, c'est très très important parce que on se rend compte, c'est vrai que nous, c'est notre métier, c'est notre fonds de commerce, on va au tribunal tous les jours, mais pour les gens, on divorce pas tous les jours ou on dépose pas de plainte tous les jours parce qu'on a été victime d'un viol. Et moi, je peux comprendre effectivement que ce soit des moments qui sont extrêmement compliqués, de dire les choses, de poser des mots sur ce qu'on a pu vivre. Et je pense que la relation de confiance, notamment avec son avocat, est très importante.
Quand tu dis ça, ça me fait penser au jour où, quand je suis allée voir mon avocat il y a 3 ans, où c'était vraiment, j'étais au bas du bas du bas, où je crois que j'avais touché le fond, où il m'a dit, mais vous êtes encore suivi hein, par un psychiatre. Où en fait il s'inquiétait que je fasse une bêtise, comme quoi la relation de confiance c'est important. Et là, quand on parle des avocats qui sont un peu sulfureux ou autres, non, non, justement, il y en a qui s'inquiètent réellement du bien-être de leurs clients, quoi. Et heureusement qu'ils sont là. Oui, 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 je pense. Alors après, je ne porterai pas de jugement sur, sur mes confrères, on va dire les plus médiatiques, hein. Je ne sais pas comment ils fonctionnent, Bah, moi, mais je sais que le mien s'inquiète pour moi. Ouais, il exactement. Et s'assure. je pense qu'on ne peut pas bien faire ce métier-là si on n'aime pas les gens. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait ce métier-là parce que j'aime les gens et que à ma façon, je voulais venir en aide à ces personnes-là. C'est vrai que je dis parfois à mes clients, c'est pas toujours un métier facile dans le sens où on est quand même dans les conflits toute la journée Mm. ou dans ton cas, Anna, malheureusement dans des situations très tristes, sordides. Et faut pas croire, hein, chaque avocat est un être humain et on reçoit les C'est ce émotions qu'il me des gens. disait, que des fois, il a du mal à s'en défaire. Exactement, et que voilà, quand on ferme la porte du cabinet, on ne laisse pas forcément les dossiers, même si on les laisse physiquement, on va dire, au Mais cabinet, on les emporte avec soi. Et que ça m'arrive moi souvent, des fois, d'y repenser le soir, la nuit ou même en vacances, parce qu'il y a des cas qui nous marquent plus que d'autres et qu'on a vraiment une volonté d'aider la personne qui est venue frapper à notre porte. Et voilà, donc c'est vrai que c'est important. Et moi, je m'inquiète aussi, voilà, comme ton avocat de m'assurer que la personne que j'ai en face de moi, qui est parfois des fois fragile, vulnérable, qu'il est effectivement suivi par un psychiatre, parce que nous, on n'est pas formés à tout ça, hein. C'est vrai que avec l'expérience, voilà, on acquiert, je pense, des qualités d'écoute. On donne des conseils forcément juridiques, mais on peut aussi dépasser un petit peu notre rôle. Mais c'est pas quelque chose d'acquis. Et on n'est pas, on n'a pas la formation de psychiatre ou de psychologue. Et je pense que c'est très important aussi que les victimes se fassent assister effectivement par des professionnels de la santé. Parce que, encore une fois, nous sommes avocats et nous ne sommes pas médecins. Et que je pense mm. que c'est bien de fonctionner en partenariat parce que sinon, on peut apporter une aide, notamment sur le plan juridique, sur le plan de la santé, du bien-être physique. Là, malheureusement, on Oui, a vous nos êtes limites. limité. Mm. Ouais. Et justement, pourquoi les affaires de pédocriminalité sont si complexes? Alors, principalement parce que la grosse difficulté dans ces dossiers-là, c'est la preuve. C'est la preuve. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Bien évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Et c'est la parole d'un enfant contre celle d'un adulte. Et parfois même, comme dans ton cas, Anna, celle d'un grand-père. Et on aura plutôt tendance à croire l'adulte plutôt que l'enfant. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est pour ça que les services d'enquête ont aussi beaucoup de difficultés parce que souvent les victimes ne déposent pas plainte tout de suite, attendent plusieurs années, ce qu'on peut comprendre, hein, voilà, parce que c'est quand même compliqué, surtout quand c'est intrafamilial, et que voilà, c'est la parole de l'un contre celle de l'autre, et qu'il va falloir essayer de démêler tout ça, et que souvent, le temps passant, c'est compliqué aussi de pouvoir prouver ce qui a pu être dit. Et ça c'est la grosse, grosse difficulté. Et pardon. Et du coup, pourquoi la justice est-elle aussi longue? Ah, alors ça, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que la justice manque cruellement de moyens. Clairement, de moyens financiers, Mais de qu'est-ce qu'on moyens pourrait faire humains. justement? Il y a Alors, tellement de choses à faire, c'est ça? régulièrement, effectivement, on attire l'attention de nos gouvernants et actuellement de notre garde des Sceaux, donc qui est Que un moi avocat. aussi j'ai interpellé plus de 20 Voilà. fois et où il ne m'a jamais répondu. Je n'ai même jamais eu un signe de vie, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il a jamais ne serait-ce que dit un mot. Il a juste liké un jour une publication qui a été délikée dans les 20 secondes, mais c'est juste comme ça qu'on a su qu'il nous suivait et qu'il savait ce qui se passait. Effectivement, c'est Mm. très très compliqué. Moi, je pense qu'il y a vraiment une cassure en fait entre ceux qui font les lois, entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui exercent réellement le métier d'avocat ou de magistrat. Et c'est la grosse difficulté. Et je vois bien effectivement dans mon tribunal les délais à rallonge des dossiers, que ce soit au civil ou au pénal, qui sont jugés des années après.
parce que on n'a malheureusement pas pu mettre tous les moyens au moment T, parce qu'il y a énormément de plaintes, notamment d'un point de vue pénal, qui tombent sur le bureau du procureur de la République, et le temps effectivement que toutes les plaintes soient épluchées, voilà, c'est du temps perdu pour enquêter. Voilà. Mais même tout à l'heure, tu me disais que dans le cas d'un divorce, il faut 1 an et demi avant que le procès ait lieu, en fait. Alors, c'est En plutôt pour moyenne, une les... audience, quoi. Oui, c'est plutôt pour Enfin, à Nancy, c'est comme ça, c'est pour les audiences de personnes qui ne sont pas mariées et qui se séparent. D'accord. Et effectivement, à Nancy, quand on dépose une requête pour obtenir un jugement qui fixe une pension alimentaire, des droits des parents, pas forcément un dossier compliqué, hein, mais effectivement, la première date, c'est au bout de 18 mois. Et au pénal, c'est pareil, ça m'est déjà arrivé quand il y a quelques années, je faisais encore un petit peu de pénal, et notamment les permanences de mineurs. Les mineurs qui commettaient des infractions, souvent, étaient jugés 4-5 ans après la commission des faits. Alors, souvent, ça n'a plus aucun sens, puisque la plupart du temps, ce sont, on va dire, des erreurs de jeunesse, et l'enfant qui est devenu majeur Oui, c'est entre-temps, absurde, en fait. voilà, est rentré dans le rang. Et quel sens peut avoir une peine si elle arrive 5 ou 6 ans après? Bah, moi, mon avocat, la première fois que je l'ai rencontré, m'a dit vous en avez au moins pour 3 à 5 ans. Oui, je Et il suis a pas été surprise. honnête, hein, il me l'a dit. Donc il m'a dit sachez dans quoi vous vous lancez. Effectivement, effectivement. Et en plus, dans ton cas, Anna, c'est que il n'y a même pas d'instructions, d'informations qui ont été Ouais, ouvertes. c'est ça. Et effectivement, quand on est dans ton cas, c'est-à-dire dans le cadre d'une instruction criminelle, puisque un viol, c'est un crime, hein, une infraction la plus grave, le délai raisonnable, on va dire, pour une instruction est prévu pour 18 mois. Voilà. Mais ça, c'est quand effectivement l'information est ouverte dès le départ. Et dans ton cas, malheureusement, ça n'a pas été fait. Non, ça a été ouvert au bout de 5 ans et demi. Exactement. Donc, ouais. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Guylaine. Et puis, bah, je te dis peut-être à bientôt si on a besoin d'autres informations, parce que tu es la seule avocate qui veut bien répondre à mes questions. Je t'en prie, Anna, je te remercie. Merci beaucoup. Bonne journée.